Voici une histoire criminelle très atypique qui débute au milieu des années 90 à Marseille et qui se poursuit pendant des années et des années. Car l'assassin est un cavaleur, un drôle de zozo qui s'appelle Antoine Sionini. C'est un profil très rare, vous verrez. Un récit que je débrieferai tout à l'heure avec l'un de ses avocats, le ténor du barreau de Montpellier, maître Jean-Marc Darrigade. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence par une scène de polar. On est un matin de février 1996, le 13, dans le 15e arrondissement de Marseille, à un carrefour. Il est 8h moins le quart, ça bouchonne un peu, mais pas plus. Et là, un type arrive à moto, casqué. Il descend de sa moto. Il s'approche d'une voiture à l'arrêt au feu rouge, une R5. Il sort un 357 Magnum. Et il tire 6 fois à travers la vitre, comme dans un film sur la mafia. Et pépouze, il remonte sur sa moto. Pas stressé, pas tremblant, très calme. Et il se casse. Ça ressemble à un règlement de compte dans le milieu marseillais. En tout cas, c'est ce que pensent les flics quand ils débarquent quelques minutes après. D'autant qu'on est dans les fameux quartiers nord. Côté décor, ça colle. Mais il y a un truc qui colle pas. C'est le profil de la victime. C'est une femme d'environ 40 ans. Les policiers fouillent son sac à main. Anne-Marie Alex, 47 ans. Elle habite Châteauneuf-les-Martigues. Et elle est prof de sciences médico-sociales au lycée Saint-Exupéry. Divorcée, elle avait un compagnon et un fils de 19 ans. Tout ça pour dire que rien ne la relie au grand banditisme. Rien. D'emblée, cette histoire est un casse-tête. Et donc, les policiers sont dans le why total. Alors, ils vont voir le proviseur de son lycée et ils interrogent ses collègues. Elle était en conflit avec quelqu'un, un collègue, l'élève. Anne-Marie? Eh bien non. Pas de conflit avec un élève, pas de rivalité avec un autre prof, rien. Rien qui permette d'expliquer qu'on l'ait dégommé comme ça à un feu rouge. Les flics en sont à se demander si le tueur ne s'est pas trompé de cible. À cause de la voiture, par exemple. Il devait tuer une femme dans une R5, il a tué celle-là. Par erreur. Pour l'instant, c'est la seule piste. Heureusement, dès le lendemain matin, un homme se présente au commissariat. Un homme qui a assisté à l'exécution. Eh bien, j'ai pris la moto en filature. Après, je l'ai perdu, mais j'ai eu le temps de relever le numéro d'immatriculation. Tenez, le voilà. Pour les flics, c'est une info en or. Merci, monsieur. D'autant qu'au même moment, on leur signale qu'on vient de retrouver une moto abandonnée, boulevard Gravitz, à Marseille, pas loin des lieux du crime. Et c'est la bonne. Même immatriculation. Le type a dû s'en débarrasser et s'enfuir sur une autre moto ou en voiture. Alors, cette moto, à qui appartient-elle? Un homme est identifié et il est interpellé et son appartement perquisitionné. Et le voilà en garde à vue. Mais moi, cette moto, elle est plus à moi, hein. Je l'ai mise en dépôt-vente dans un garage l'année dernière, au moment de Noël, je me souviens. Pour moi, elle était vendue, hein. En tout cas, moi, on me l'a payée. Et il donne évidemment le nom du garage. Et les flics y vont tout droit. Ah, moi, je l'ai vendue, hein, cette moto, oui. Au moment de Noël, l'année dernière, je me souviens. Le gars a pas dû mettre la carte grise à son nom, là, tout. Et son nom, vous l'avez? Ah, bien sûr, je garde toujours l'identité des gens avec qui je vends des véhicules. Vous vous rendez compte de la responsabilité? Alors, voyons. Le gars s'appelle Antoine Sionini. Il habite à Fréjus. Bon, ça y est, hein. Je sais qui est ce Sionini, là. Vous êtes bien assis? Il a 50 balais, il est chauffeur de taxi à Marseille,
Et surtout, vous êtes bien assis, hein? C'est son ex-mari, le Gonze. Il a été marié à la victime pendant 2 ans. Ils sont divorcés depuis 1987. Ça n'est pas un crime dans le milieu. C'est un crime passionnel. Allez, on y va, hein? On va chez lui à Fréjus. Les policiers arrivent devant le petit immeuble où il est censé habiter à Fréjus. Ils sonnent. Personne. Alors ils enfoncent la porte. L'appartement est vide. Alors ils vont voir les voisins. Eh bien, il habite plus là depuis... Alain, le voisin, là. Il est parti à la fin de l'année dernière, non? Hein? Oui, c'est ça, hein. La fin de l'année dernière. Et la gardienne a une adresse. Oula! Je sais pas trop où je l'ai mise, hein. Je sais qu'il m'a donné un petit papier. Ah, le voilà. Antoine Sionini, 52 rue Tualex, 67 000 Strasbourg. Il est à Strasbourg. Vous avez dit rue Tualex, madame? Donnez-moi votre papier. Le flic a mis quelques secondes à percuter. Mais là, il hallucine. C'est tellement énorme qu'on a du mal à le croire. Le nom de la rue, Tualex. Comme tu, Anne-Marie Alex. Ce Sionini est un sacré provocateur. En remettant ce bout de paplard à la concierge, il signe son crime. Par avance, hein. C'est antérieur au crime. Quel tordu. Mais quel tordu. Donc c'est lui, plus de doute. Mais où est-il? Les policiers interrogent ses proches. Il aurait ses habitudes dans les hôtels des quartiers est de Marseille. Mais bon, il n'est pas du tout certain qu'il se soit enregistré sous son nom. Et donc ils font le tour des hôtels avec sa photo. Et un réceptionniste le reconnaît. Ah oui, je le reconnais, hein. Il a passé ici la nuit du 11 au 12 février. C'est-à-dire la veille du meurtre. Et puis parmi ses proches, un oncle l'a eu au téléphone le jour du meurtre. Il m'a appelé le mardi 13, vers 8h30 du matin, je dirais. Il était totalement incohérent. J'ai rien compris à ce qu'il me disait. Il répétait sans cesse « ça y est, c'est fait », et puis il a raccroché. C'était un appel bizarre, hein. Il venait de tuer son ex-femme. Tu m'étonnes qu'il était un peu nerveux. En attendant de lui mettre le grappin dessus, les flics se rencardent sur le bonhomme et sur le couple qu'il formait avec Anne-Marie Alex, la victime. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans, en 1976, à Allo, près de Marseille. À cette époque, Antoine Sionini est un belâtre aux yeux bleus. Et 1 an plus tard, naît leur fils. Ensuite, Anne-Marie débute sa vie de prof et Antoine, lui, a une vie professionnelle plus chaotique. Il est taxi, mais disons que ça va, ça vient. Ils se marient en 1985, c'est-à-dire 9 ans après leur rencontre. Et là, Antoine a un problème qui l'affecte beaucoup. Et bien, il a commencé à perdre ses cheveux. Il est devenu complètement chauve, quoi. Et il l'a très mal vécu, quoi. Il s'est mis à porter des perruques, et il a sombré dans la dépression. On ne peut pas dire autrement. Et à partir de là, les gens disent qu'il devient jaloux, violent, possessif avec sa femme. Si bien que fin 1986, Anne-Marie décide de le quitter. Elle va s'installer chez ses parents avec son gamin, et elle engage une procédure de divorce. Et là, à la fin de l'année 86, se produit un incident que l'on peut qualifier de précurseur. Le soir du réveillon, les Alex sont en train de fêter ça dans la maison familiale. Sionini débarque dans le jardin armé d'un pistolet 22 long rifle. Et quand le père Alex le voit débouler, lui-même va chercher son fusil. Et les deux hommes se retrouvent face à face et ils se tirent dessus. Et le père Alex, le père d'Anne-Marie, s'effondre. Touché à l'abdomen, il est amené à l'hôpital. Il s'en remettra, hein, sans problème. Mais évidemment, dès le lendemain, il porte plainte. Et Antoine Sionini est arrêté, jugé et condamné.
Pour ce coup de feu sur son beau-père, il passe 1 an et demi en prison. Évidemment, dans la procédure de divorce, ça n'arrange pas ses bidons. Pour payer ses avocats et verser à son beau-père les dommages et intérêts, il doit liquider sa société de taxi. Et surtout, il doit vendre sa plaque. Quand Sionini sort de prison, il est ruiné. Et il est chômeur. Et en plus, il n'a pas le droit de voir son fils. Et à partir de là, il voue une haine farouche à son ex-femme. Il la considère comme responsable de tous ses ennuis. Et il se met à la suivre dans les rues de Marseille, en faisant mine avec les mains de lui, tirer dessus, pan, pan. Et Anne-Marie a peur, évidemment. Et plusieurs fois, elle va faire des mains courantes au commissariat. Et elle déménage. Mais l'autre retrouve toujours sa trace. Le 12 avril, c'est-à-dire 2 mois après le meurtre d'Anne-Marie, on retrouve une voiture de location abandonnée qui s'avère avoir été louée par Antoine Sionini. Et dedans, les policiers trouvent une photo de Sionini lui-même de la taille d'un poster. Et dessus, au feutre, il a écrit « À tous les Debré Boys et les Milan Boys, bien amicalement, Sionini, bienfaiteur du corps enseignant, enseignant, S-A-I-G-N-A-N-T. » Pour resituer à l'époque, Jean-Louis Debré est ministre de l'Intérieur et Charles Millon est ministre de la Défense. Et encore un jeu de mots foireux. Encore une provocation. Et les semaines passent. Et les mois. Et Antoine Sionini reste introuvable. Il a dû partir à l'étranger. Ou alors il s'est suicidé. C'est une hypothèse, hein. En tout cas, il a clôturé son compte en banque à la Société Générale avant le meurtre, en décembre. Et récupéré au passage ses économies qui lui venaient de la vente de sa maison. 263 000 francs, c'est-à-dire 37 000 euros. À cette époque, on apprend aussi, par sa dernière femme, une certaine Yveline, avec laquelle il est resté marié 6 mois, que l'oiseau est séropositif. Alors on se dit, il doit suivre un traitement. On vérifie auprès de la Sécu. Rien. Pas de traces. Alors les flics diffusent un avis de recherche avec 2 photos. L'une avec et l'autre sans perruque. Aucun retour. Et les mois passent encore. 1 an. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, en l'an 2000, on se dit, on va le juger en son absence. Monsieur Antoine Sionini est condamné par contumace à la peine de 30 années de réclusion criminelle. Et donc là, changement de décor. Le dossier passe maintenant dans les mains de la brigade des fugitifs. Tous les organismes qui peuvent le voir réapparaître dans leur radar sont mobilisés. Le Trésor public, la préfecture et la sécurité sociale. Mais toujours aucun retour. On finit par accepter l'idée que il est mort. Et puis, début décembre 2004, c'est-à-dire 8 ans après le meurtre, la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier signale une demande de prise en charge pour une trithérapie, le traitement contre le sida, et il a donné une adresse. Moins d'1 heure plus tard, les policiers sont en bas de chez lui. Et ils se mettent en planque. Et au bout de quelques heures, un homme apparaît. Je crois que c'est notre homme, hein. Il a l'air très amaigri, mais c'est lui, hein. Il le laisse monter chez lui, et il l'interpelle. Il n'oppose aucune résistance. Son appartement est fouillé. Et dans un tiroir, les flics trouvent un 357 Magnum chargé, mais de 6 douilles vides. Et en garde à vue, il assume. C'est les douilles des balles qui m'ont servi il y a 8 ans pour tuer Anne-Marie Alex. Bonne nouvelle, on a mis du temps à le retrouver, mais il ne se cache pas derrière son petit doigt. Il reconnaît sans aucun problème qu'il a tué son ex-femme. Et il donne tous les détails. Et pour le mobile, c'était pas passionnel du tout, hein. C'était financier. Parce qu'avec le divorce, elle m'avait mis sur la paille, hein. Et j'ai fait que me venger, c'est tout. Pour les remords, faudra repasser. À propos, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 8 années de cavale? Où était-il? Eh bien, il était à Montpellier, sous un nom d'emprunt, Canovas. Et parfois sous un autre nom, qui est encore un de ces jeux de mots foireux. Il se faisait appeler Antoine
tue prof. Tue prof. Mais quel tordu! Il était hébergé par une vieille dame et en échange, il lui faisait le jardin. Et après, grâce à l'association Aide, qui vient en aide aux malades du sida, eh bien, il s'est fait des amis qui lui ont trouvé de petits boulots. Il ne leur a pas dit la vérité, bien sûr, hein. Il ne leur a pas dit qu'il était en cavale. Et puis, le sida a commencé à le ronger, il n'avait plus d'argent, il lui fallait un traitement. Et donc il a été imprudent, il a donné son numéro de sécurité sociale. Et voilà, il s'est fait pincer. Et maintenant, il faut le rejuger. Un condamné par contumace a droit à un nouveau procès, au cours duquel, c'est normal, il peut se défendre. Ce procès s'ouvre en mai 2006 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Procès au cours duquel il tente évidemment de minimiser le caractère prémédité de son crime. Je reconnais, ça me problème, les faits. Mais je vous jure qu'une minute 40 à 20, eh bien je savais pas que j'allais tuer Anne-Marie. Vrai, pas vrai? En tout cas, les jurés sont assez cléments. Il avait pris 30 ans, il encourait perpète. Il ne prend que 20 ans. 20 ans. Mais l'idiot fait appel, c'est très imprudent. Il est donc rejugé l'année d'après à Draguignan. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Il apparaît dans le box. Il est cadavérique. Il a 61 ans, on dirait qu'il en a 80. Il explique qu'il a arrêté son traitement contre le sida, qu'il est fatigué et qu'il veut mourir. Est-ce que les jurés vont se laisser attendrir? Eh bien, pas sûr. Parce qu'à un moment, sa dernière épouse, la fameuse Yveline, vient à la barre. Et elle raconte l'enfer qu'il lui a fait vivre. Il était autoritaire, hein? Et harceleur avec ça. Il me mettait tout le temps la pression. Il était invivable. Invivable. Bilan, il écope d'une peine plus lourde. 22 ans de réclusion criminelle. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, en juillet 2008, ça fait presque 4 ans qu'Antoine Sionini est en prison. Ça fait des mois qu'il a arrêté sa trithérapie. Il ne pèse plus que 50 kilos. Il est mourant. Et naturellement, ses avocats demandent une suspension de peine pour raison médicale. Et naturellement, le juge d'application des peines la lui accorde. Ne poussez pas des cris d'orfraie. Tout homme a droit de mourir en paix. Et donc il sort. Et un de ses amis de Aide l'accueille. Eh bien, tu sais quoi, Antoine? J'ai une maison dans les Cévennes. Eh bien, je te la prête. Va te retaper là-bas. Et les Cévennes lui font un effet bœuf. En quelques semaines, il reprend du poil de la bête. Et du coup, il décide de prendre à nouveau sa trithérapie. Et là, ça va carrément mieux. Et pendant 3 ans, il berne tous les experts désignés par le juge d'application des peines. Et oui, si ça va mieux logiquement, il devrait retourner en prison. Mais il embrouille à chaque fois les experts. Et puis au bout de 3 ans, le juge se dit, c'est pas possible. Il était subclaquant et il est toujours vivant. Et donc, il désigne un expert qui découvre le poteau rose. En fait, monsieur le juge, si vous voulez, il truque les expertises, quoi. C'est-à-dire que quelques semaines avant l'expertise, il baisse son traitement d'antirétroviraux. Il se met, si vous voulez, en état limite, quoi. Pour que l'expert le déclare inapte. Et en l'état, vous pensez qu'il peut reprendre sa détention? Ah oui. Il peut parfaitement poursuivre son traitement en détention, hein. Aucun problème. Et donc Antoine Sionini est prié de se présenter à la prison de Nîmes le 2 avril 2011. Il retourne en tôle. Enfin, en principe. Parce que le lendemain, il ne se présente pas. Alors les gendarmes vont le chercher chez lui. Il force la porte. L'appartement est vide. Il a vendu tous ses meubles. Le voilà donc à nouveau en cavale. Et là, vous vous dites, il va au moins se tenir à carreau. Enfin, vous le connaissez maintenant, bien sûr que non.
3 jours plus tard, le 5 avril, il s'en prend à maître Antoine Roy, qui a été son avocat dans la procédure de divorce avec Anne-Marie Alex. Il le gaze à la lacrymogène et pim pam poum, il lui casse la gueule. Car il lui en veut de l'avoir mal conseillé. Et c'est pas fini. Le lendemain, la gendarmerie de Grasse dans les Alpes-Maritimes est appelée pour une agression. Une femme rouée de coups à Saint-Césaire-sur-Siagne. Elle a été conduite en réanimation au centre hospitalier de Nice et elle souffre d'un traumatisme crânien. La femme a été laissée pour morte. Elle a reçu, tenez-vous bien, 7 coups de marteau sur la tête. Elle est entre la vie et la mort. Et cette femme, eh bien cette femme, vous la connaissez. Cette femme, c'est la fameuse Yveline. C'est sa dernière femme. Yveline qui l'avait chargée au procès. Yveline qui, juste avant de sombrer dans le coma, dit aux gendarmes, c'est lui, c'est Antoine. Il a recommencé. Il est incorrigible. Et le voilà, à nouveau en cavale. Et les policiers un peu penauds préviennent la famille Alex, la famille d'Anne-Marie. Dites, on voulait vous dire, il s'en est pris récemment à des jeunes de son entourage. Donc tenez-vous sur vos gardes, hein. Vous êtes en train de me dire qu'il est libre ? Et depuis combien de temps il est libre ? Il est libre depuis 3 ans, madame. 3 ans. Il n'était pas au courant. Et puis à un moment, les policiers finissent par le localiser grâce à son portable, dans un village des Hautes-Alpes, à Tallard. Et le 26 avril, après un peu plus de 3 semaines de cavale, il l'interpelle sur la place du village. Fin des festivités. Heureusement, Yveline s'en sort avec un traumatisme crânien, mais tout de même 90 jours d'arrêt maladie. Placé en garde à vue, Antoine Sionini assume comme toujours. Oui, c'est lui qui l'a agressé. Et oui, c'est lui qui s'en est pris à maître Roy. Et le juge l'envoie en prison. Quand il arrive en prison à Grasse, Antoine Sionini arrête immédiatement son traitement par trithérapie. Et son état de santé se dégrade rapidement. Et il demande évidemment une libération pour raison de santé. Mais cette fois c'est non, hein. On a besoin de lui pour le procès qui s'annonce. Et oui, on va le juger pour la tentative d'assassinat contre son ex-femme Yveline, qui plus est en état de récidive légale, et il va prendre très cher. Le procès s'ouvre en janvier 2013 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Pour le défendre, Sionini a enrôlé le ténor du barreau de Montpellier, maître Jean-Marc Darrigade. Et Yveline, bien entendu, est là. Aujourd'hui, en témoignant contre lui, je remets en quelque sorte ma vie en jeu. Mais elle est courageuse, et elle l'enfonce à nouveau. Et au passage, elle égratigne le système. Mais c'est un homme méchant qui s'est servi de sa maladie pour manipuler la justice. Moi, quand il m'a agressé, je croyais qu'il était en prison. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, d'intolérable, quoi, pour moi. Parce que si on m'avait protégé, moi, j'en serais pas là. Antoine Sionini est renvoyé pour tentative d'assassinat. Oui, mais monsieur le président, moi, j'avais pas l'intention de la tuer, hein. Pas du tout, hein. Ce à quoi l'avocat d'Yveline rétorque. Oui, mais enfin, monsieur Sionini, vous l'avez tout de même laissée pour morte. Et les médecins experts viennent confirmer. La victime a eu le crâne défoncé en 5 endroits différents, la lèvre supérieure éclatée, des dents cassées et une main et un pied brisés. Il est clair que c'était bien une tentative d'assassinat. Mais Sionini ne veut toujours pas assumer ça. Eh bien, si j'avais eu l'intention de la tuer, j'aurais pas dosé mes coups, quoi. J'aurais tapé avec le côté arrache-clou. Côté partie civile, côté victime, il y a aussi maître Antoine Roy, qui lui aussi a été agressé par Sionini.
Mais il est avocat, et sa place naturelle n'est pas sur le bord des victimes. Il refuse de se retrouver devant la cour face à lui. Il se fait représenter par son avocate. À la fin, l'avocat général réclame 25 ans de réclusion criminelle. 25 années que vous assortirez bien entendu d'une peine de sûreté qui ne saurait être inférieure aux 2/3 de la peine. Et finalement, Antoine Sionini est condamné à 20 ans de prison, qui ne s'additionne pas, évidemment, avec les 22 du meurtre d'Anne-Marie Alex. En France, contrairement à l'Espagne ou aux États-Unis, les peines ne s'additionnent pas. Elles se confondent, c'est-à-dire que la plus grosse absorbe la plus légère. Et donc Sionini est toujours condamné à 22 ans de réclusion criminelle. Une tentative d'assassinat et une agression plus tard, rien n'a changé pour lui, finalement. Incroyable histoire que nous allons débriefer maintenant avec le dernier avocat de Antoine Sionini, maître Jean-Marc Darrigade du barreau de Montpellier. Maître, je voudrais qu'on prenne le temps quand même de revenir sur le profil de ce bonhomme que vous connaissez et moi pas. Je me disais quand même que s'en sortir avec 22 ans de prison pour un assassinat, plus une tentative d'assassinat, il doit être terriblement sympathique ce monsieur quand même. Ou alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il attire d'une certaine manière quand même la bienveillance? Mais c'est un personnage, effectivement, pour l'avoir rencontré, c'est d'abord un personnage très intelligent. On disait dans le dossier qu'il avait un QI évalué à 140. Et c'est surtout un passage, effectivement, très séducteur, extrêmement sympathique, un autodidacte, parfaitement lettré, capable de parler par citation, choisie d'ailleurs, et toujours dit à propos. Donc un personnage extrêmement séducteur, avant tout. Donc ça explique au fond, les 22 ans, vous n'étiez pas, mais enfin pour assassinat, on encourt perpète, s'en sortir avec 22 ans, après appel, c'était 20 ans en première instance, il s'en sortait bien. Il avait un excellent confrère d'ailleurs qui le défendait dans cette affaire-là, qui était très connu, et effectivement la personnalité peut avoir joué aussi dans la clémence de la cour d'assises, même si elle a aggravé un appel. Et la maladie alors a joué un rôle, parce que du coup il est touchant parce qu'il est malade, ça explique aussi. Moi, c'est dans ces conditions que je l'ai rencontré. En fait, je l'ai rencontré puisqu'il était revenu, comme vous l'avez raconté, dans les Cévennes, et il était donc libre, en suspension de peine médicale, comme c'est effectivement prévu par la loi. Et donc, je l'ai rencontré dans ce cadre-là, au moment où les juges s'apprêtent à révoquer cette décision et à le faire retourner en prison parce que son état de santé, maintenant, permet qu'il retourne exécuter sa peine. Pardon, mais pourquoi il prend un avocat à ce moment-là ? Et parce qu'il sent effectivement que la décision logique, c'est celle de retourner en prison, et il va tout faire pour évidemment conserver sa liberté, ce qui semble-t-il un réflexe humain parfaitement compréhensible et recevable. Il n'anticipe pas le fait qu'il va tenter de tuer Yveline. Alors, moi, si vous voulez, c'est là que le personnage devient fascinant, c'est qu'au départ, moi, je rencontre un homme qui se bat contre une mesure qui consiste à révoquer sa peine de suspension médicale. Et je rencontre l'homme que je vous décrivais, à savoir un personnage méridional, lettré, autodidacte, extrêmement séducteur, attachant, et évidemment l'envie de l'aider au maximum face à cette situation qui est une situation d'un homme qui doit purger une peine et qui se retrouve confronté à quelque chose de vertigineux, c'est si je retourne en prison avec ma maladie, de toute façon je vais y mourir. Et donc quelle que soit la situation dans laquelle il peut se trouver, les actes qu'il a commis, un avocat qui se retrouve confronté à ce dilemme-là, se bat pour cette personne-là, il est touché, voilà. Et d'autant qu'il est sympathique. Mais moi, je vous dis, à ce moment-là, et c'était presque intuitif, je percevais déjà quelque chose qui va me tarauder après. Je percevais ce que derrière le charme évident du personnage, il y avait de pathologique. C'est-à-dire que pour moi, Antoine Sionini est quelqu'un qui est atteint de la maladie, une maladie psychiatrique connue, la paranoïa. Et il avait tendance à vouloir me parler sans arrêt
de son ancienne affaire, celle que vous avez racontée, et à laquelle je n'avais pas accès évidemment, puisqu'elle était vieille, et il voulait toujours, et revenait sans arrêt sur cette affaire, il me l'a raconté, et il m'expliquait les griefs qu'il avait contre les uns et les autres. Bon. Mais la question de a-t-il une maladie mentale, que je vous aurais posée évidemment, mais vous y venez maintenant, parlons-en, elle est évoquée au procès ou pas? Ben oui, enfin moi je vais l'évoquer, c'est comme ça que je vais le défendre d'ailleurs moi lors du second procès. Mais ce qui est intéressant de noter, si vous voulez, c'est que, comme vous l'avez rappelé, il a une première affaire criminelle en fait, qui a été correctionnalisée, c'est les coups de feu sur son beau-père, qui a atteint en plein abdomen. Et comme il s'agissait d'une affaire criminelle au départ, il a fait l'objet d'expertises psychiatriques et psychologiques à l'époque. Oui. Et moi j'en ai eu connaissance de ces expertises. Et déjà, à l'époque, un expert psychiatre avait parlé de traits paranoïaques, etc. Et bon, effectivement, certainement, là encore, le charme d'Antoine Solini avait fait que on avait certainement sauté à pieds joints sur cette possibilité sans se douter des répercussions qu'elle pourrait avoir sur l'avenir. La paranoïa ne fait pas partie des pathologies qui sont excuses. Pas du tout, dans le code pénal. Hein. Et non, pas du tout. Et même moi, j'aurais tendance à dire, si vous voulez, par expérience, que les paranoïaques sont parmi les personnes peut-être les plus dangereuses qui soient, parce que ils sont souvent très intelligents et il est impossible de les raisonner. Avec une composance narcissique, je trouve, très forte, parce que il tue Anne-Marie Alex parce que elle l'a mis sur la paille, il rompt son avocat de coups parce qu'il trouve qu'il l'a mal défendu, et il tente de tuer Yveline parce que elle l'a chargé au procès, c'est-à-dire moi, je suis le centre de tout. Voilà, mais c'est en fait des traits, c'est vraiment l'expression de sa paranoïa, parce que par exemple pour l'avocat, c'est pas parce qu'il l'a mal défendu, parce qu'il s'agissait de son avocat qui gérait le divorce en fait, et avec sa première épouse. Et en fait, il est arrivé un moment où sa part de son patrimoine de divorce a été amputée du montant des dommages-intérêts qu'il devait à son beau-père. Normal. Alors, pour lui avoir tiré dans l'abdomen. Et alors tout ça est parfaitement logique, puisque, si vous voulez, la fille qui divorce, elle tient au courant son père de ce que son ex-mari va percevoir une somme importante. Et donc il est normal que son ex-beau-père, sachant cela, se fasse des démarches pour récupérer son dû. Le max. Et donc Antoine Solini, ça, il ne l'admet pas. Dans sa paranoïa, il va penser que son avocat est complice de la famille, de la globalité de la famille adverse, et que donc il mérite et qu'il a agi contre ses intérêts. Voilà, donc ça c'est déjà un trait, enfin c'est une expression de sa maladie, mais complètement. Et ça va continuer, par exemple, pourquoi il va tuer sa deuxième femme ou tenter de la tuer, c'est parce qu'en fait il y a un événement qui se produit, c'est qu'au premier procès elle n'est pas là parce qu'elle n'a pas pu se déplacer. Mais et donc il est là au procès en appel. Mais par contre, elle est au procès en appel. Et lui, il s'imagine que les 2 ans d'aggravation sont imputables à la venue de cette femme. Alors qu'en réalité, si vous voulez, moi je l'ai lu, parce qu'après j'ai eu accès, j'ai lu le témoignage de Yveline Le Rondel, qui figurait dans le premier dossier criminel, et il est accablant, son témoignage, accablant déjà. Donc je lui ai dit, moi d'ailleurs à l'époque, j'ai dit, mais enfin, elle avait déjà témoigné de manière accablante lorsque vous avez été condamné à 20 ans. Le fait qu'elle vienne le dire physiquement ne change rien au problème. Il faut qu'on parle, maître Darrigade, de cette manière qu'il a d'utiliser sa maladie, d'arrêter, de reprendre son traitement à son bénéfice, au bénéfice de sa stratégie. D'ailleurs, avec pas mal d'adresse, c'est assez finement joué. Oui, de toute façon, il est extrêmement intelligent, si vous voulez. C'est une intelligence qui va se dévoyer parce qu'il cherche à éviter ses responsabilités et se dévoyer à cause de sa maladie, cette paranoïa qui a été diagnostiquée d'ailleurs, mais que lui, évidemment, n'assume pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'il fait quand il arrête son traitement, qu'il le reprend, quand il débarque dans les Cévennes et que soudain tout va mieux? Tout ça est calculé? Ben oui, parce qu'il est très intelligent, donc il sait très bien chaque fois qu'il a un rendez-vous médical que comme il a obtenu sa mise en liberté en ayant, alors ça je pense pas que c'était calculé, parce que cet homme-là, je pense que il savait qu'il allait certainement mourir en prison. Donc à mourir pour mourir, il s'est laissé mourir en prison. C'était une forme de
de suicide par abandon de la... Donc ça, quand il s'est aperçu que ça marchait, effectivement, après il a instrumentalisé ça pour rester le plus longtemps possible en liberté. Mais moi à l'époque ça me choquait pas, parce que qu'un homme cherche à rester libre, ça reste, si vous voulez, logique. On comprend. J'aurais compris, moi, si vous voulez, qu'il s'est pas représenté à la maison d'arrêt de Nîmes comme l'y invitait le jugement du juge d'application des peines. J'aurais compris qu'il décide de mourir en liberté. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'il aille, dans sa paranoïa, là, à ce moment, mettre à exécution un deuxième plan criminel, un troisième même, je dirais. Moi, j'avoue que j'ai été terriblement déçu. Ensuite, j'ai accepté de le défendre parce qu'il me l'a demandé. Mais j'avoue que j'étais déçu. Et alors j'ai accepté parce que j'avais envie de comprendre, en fait, aussi. J'avais beaucoup envie de comprendre, et j'ai accepté de le défendre, et en lui disant que j'allais dire des choses avec lesquelles il ne serait pas d'accord. Voilà, il serait pas d'accord. Je m'y attendais. Il m'a laissé le faire. Je l'avais prévenu. Il m'a même remercié ma plaidoirie. D'ailleurs, le résultat a été, encore une fois, il était assez spectaculaire. Mais juste après, à mon égard, il est devenu aussi paranoïaque, et il m'a un peu mis certainement sur sa liste noire, comme il avait dressé une liste noire. Du coup, vous ne savez pas s'il est toujours vivant aujourd'hui? Si? Non, il a rompu toute relation avec moi, en des termes très 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 durs, alors que bon, je pense que il peut pas vraiment se plaindre de ma défense, mais voilà, de toute façon, je faisais partie du complot à partir du moment où je n'adhérais pas à sa position, et ce qui m'a fait comprendre, si vous voulez, sa maladie, c'est parce que la femme qu'il a tenté de tuer, Evelyne Lerondet, c'est une femme remarquable que j'ai découverte à l'audience, une femme qui avait repoussé dans un premier temps sa demande de mariage parce qu'elle l'avait jugée prématurée quand ils se sont rencontrés, qui a accepté de l'épouser à un moment où elle savait déjà qu'il était séropositif. Et donc c'est une femme noble qui a accepté d'épouser par une espèce d'héroïsme romantique une femme extraordinaire, quoi. Donc je me suis dit, si cet homme-là qui est capable de citer les grands auteurs dans le texte, et qui donc épouse les nuances de la littérature française et sa beauté, n'est pas capable de voir la beauté de cette femme, y compris intellectuelle, c'est qu'effectivement il est atteint d'une maladie. Les jeux de mots foireux. Donc tu Alex, enseignant, et puis Antoine tu prof, vous les comprenez comment? Vous savez à quoi il joue avec ça? Et là, en fait, c'était un personnage, si j'avais dû le décrire aussi, c'était un personnage un peu malicieux. Il était comme ça. Donc ça, c'est plutôt l'expression de son côté un peu malicieux, etc. Et provocateur, oui. C'était, il se prenait un peu pour un personnage un peu anarchiste, voilà, un amoureux de la liberté. Ses auteurs favoris, c'était des auteurs, il citait Georges Brassens dans le texte. Il était capable de citer plein d'auteurs. Je me rappelle plus. J'étais assez fasciné d'ailleurs par le fait qu'il soit capable de faire des citations intégrales d'auteurs voilà, de la littérature française. Probablement la traduction d'un haut potentiel intellectuel. Vous parliez de son QI tout à l'heure. Je vous remercie infiniment, maître Darrigade, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire qui manifestement a marqué votre carrière. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.